Bonjour à tous. Je continue sur la psychologie sociale expérimentale que j'oppose un petit peu à la psychologie plus philosophique, plus littéraire, qui m'intéresse également, mais qui n'a pas, je dirais, la même volonté de s'inscrire dans une démarche scientifique. Voilà, la psychoclinique est plus basée sur l'observation, mais elle ne met pas en scène l'expérimentation. Ce serait effectivement peut-être plus difficile dans le cadre des maladies mentales notamment. Alors, comment faut-il conclure un développement argumenté? Alors, je me base pour répondre à cette question sur des travaux scientifiques qui ont été élaborés par des psychologues qui ont utilisé la méthode expérimentale. Voilà, donc je me base notamment sur une étude de 1951 de Cooper et Dinerman qui arrive à la conclusion qu'il faut que la conclusion la conclusion de notre discours soit implicite si on s'adresse à des personnes, on va dire, d'une intelligence élevée. En revanche, si les personnes sont moins intelligentes, c'est peut-être un peu négatif ce que je raconte, mais voilà, on peut les moins intellectuelles, voilà, plutôt, ça sera moins négatif. Il faut que la conclusion soit plutôt explicite. Alors, pourquoi je raconte tout ça? C'est que dans les vidéos que je vois, que je visionne, j'ai souvent l'impression que certains psychologues, certains thérapeutes, certains coachs ont tendance à nous donner une recette et à nous dire comment nous devons nous comporter. Et moi, ça m'a toujours gêné. Pourquoi? Parce qu'on empiète ainsi sur ma liberté et sur ma capacité de raisonnement. C'est moi-même qui préfère, à la lumière de ce qu'on me raconte, théoriquement, en psychologie, tirer ma conclusion. Évidemment, si elle est erronée, c'est un peu ennuyeux, mais je pense que le thérapeute saura me convaincre, m'expliquer ce qui ne va pas dans mon raisonnement. Alors, il y a toutefois une étude de 1984 d'un certain Montmolin qui remarque que si on laisse s'écouler suffisamment de temps entre la fin du message qui cherche à convaincre et le questionnaire d'attitude finale, quel que soit le niveau intellectuel des personnes, elles sont plus utilement convaincues si elles tirent elles-mêmes la conclusion de notre message. Voilà, elles sont donc là, quels que soient les cas, si on laisse du temps, il vaut mieux que les personnes comment dire, tirent elles-mêmes les conclusions de ce qu'on a pu leur raconter. On explique comment se comporter, enfin, on explique le fonctionnement par exemple d'un pervers narcissique. Il faut que la personne, après avoir entendu finalement cette communication sur le fonctionnement du pervers, soit capable de tirer elle-même les conclusions. Ce sera plus efficace que si vous leur donnez directement la recette. Évidemment, il faut faire en sorte de diriger la personne sur la voie de la conclusion et de ne pas la laisser complètement démunie, évidemment. Mais voilà. Pourquoi tout ça? C'est que la personne a un plus grand sentiment de liberté. Voilà. Et d'autre part, le message implicite est d'autant plus efficace avec les personnes très engagées et motivées par la problématique exposée. Voilà. Donc je vais parler maintenant un petit peu de l'efficacité des messages avec l'appel à la peur. Parfois, pour donner plus de poids à notre message, pour lui donner plus d'efficacité, on va faire des appels à la peur. Alors, il y a une étude de 1970 de Leventhal qui a notamment traité cette question et qui s'est rendu compte que l'appel à la peur, effectivement, pouvait être très efficace. Cependant, une autre étude de Janis et Feshbach de 1953 précise un petit peu les choses, bien qu'elle soit antérieure à l'étude de Leventhal. Il est nécessaire et plus que nécessaire, il est fondamental que le message de peur qui est véhiculé pour faire agir la personne, finalement, indique comment éviter le danger. Alors là, par contre, il faut être explicite. Ce qui est le contraire de ce que j'ai raconté il y a quelques minutes. Là, il faut être explicite. Si on fait un appel à la peur et que si on ne fournit pas de solutions possibles à l'auditoire,
on obtient le résultat inverse, c'est-à-dire que les personnes, par exemple dans le cas, je pense, du sida, vont prendre encore plus de risques qu'elles n'en prenaient auparavant. Voilà, voilà quelques éléments qui seront utiles peut-être à certains thérapeutes et qui me semble important de signaler, puisque moi j'ai remarqué souvent, il y avait ce biais de nous donner des recettes, de nous dire quittez le pervers narcissique, faites ci, faites ça. Moi ça me dérange terriblement, hein. Même si globalement les messages délivrés sont pertinents et intéressants et utiles, je trouve que je suis grand, j'ai 52 ans, et les gens qui écoutent ces vidéos sont grands aussi. En général, ils sont majeurs, ils ont pensé, ils ont fait des études, donc ils n'ont peut-être pas besoin qu'on leur dise précisément ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils doivent faire. Par contre, il faut décrire les situations et amener les personnes sur la voie de la réponse, hein, évidemment. Il ne faut pas les laisser complètement démunis. Alors, tous les travaux que je cite sont des travaux expérimentaux et les chercheurs n'ont pas tiré d'un chapeau leurs idées, hein. Ils ont bien sûr eu une idée de départ qui relève peut-être de la lecture d'autres travaux, de différentes lectures, ou même de leur intuition, de leur vie qui résulte de leur expérience de leur vie de tous les jours, mais ils ont mis en scène les choses de manière expérimentale pour démontrer les résultats que je vous ai brièvement exposés. Voilà, j'espère vous avoir convaincu, en tout cas moi je suis parfaitement convaincu, hein. Mais je suis peut-être le seul. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.